dernière question. Si on veut absolument revenir à Dragon-Minute et faire le système, comment est-ce qu'on peut obtenir de mettre un plomb explosif dans toute la marche des systèmes financiers de la planète? Ils sont déjà morts. Ils ne sont pas morts puisque vous prenez ça à cause d'eux. Si, le système, ben oui, ça veut dire que le système il est crevé. Donc on fait des glacigoles partout. Tac, 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 tac. Oui, mais qui va donner l'ordre que ce soit opérationnel normalement, comme ceci ou comme cela? Ça devrait être normalement les États-Unis, mais comme ils ne veulent pas le faire, peut-être que c'est en Europe qu'il faut qu'on se bouge. Oui, vous avez entendu? Oui, enfin j'ai entendu la question. Je pense que la réponse, encore une fois, je pense qu'elle n'est pas. La question, c'est pas d'attendre. Moi, je suis pratique, je suis complètement pragmatique. Oui, mais on est dans une période anti-pragmatique, madame. On est dans une période anti-pragmatique. Oui, oui, c'est ce qui me dérange, peut-être. C'est gênant. On ne peut pas. Donc, je ne peux pas aller vite. Pour terminer avant les questions-réponses, si vous avez des questions, je vais vous lire la définition du français par De Gaulle. Et ça ne vous vise pas personnellement, je le préviens tout de suite. Non, mais je m'entends bien. Même s'il y a peut-être des références. J'y pense comme ça. Alors, où est-ce que c'est ce truc? Voilà. Bon, il parle de l'opposition des tempéraments entre l'Allemagne et le français. L'allemand et le français. Mais les réactions sont si différentes qu'elles tiennent les deux peuples en état constant de méfiance. Ce Français, qui met dans son esprit tant d'ordre et si peu dans ses actes, ce logicien qui doute de tout, ce laborieux nonchalant, ce casanier qui colonise, ce fervent de l'Alexandrin, de l'habit à queue du jardin royal, mais qui tout de même pousse la chanson, se débraille et salit la pelouse. Sur les jardins à la française. Ce jacobin qui crie « Vive l'empereur !» Il dit d'autres choses, mais c'est vraiment... ça, je vous le conseille. Hein. Vers l'armée de métier, 1934. C'est écrit en 1934. Donc il y a plein de questions qu'on peut se poser pour se voiler la face, à un moment donné, je pense aussi. Ça, c'est un des problèmes que nous rencontrons beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a évidemment, comment on va faire concrètement, comment pragmatiquement on va mettre en place le Glass-Steagall. Déjà, pragmatiquement, je dirais que s'il n'y avait pas eu la bataille que nous, on a menée depuis quand même pas mal d'années, beaucoup de gens ne sauraient pas ce que c'est. Aujourd'hui, le Glass-Steagall, tout le monde en a parlé, tous les partis politiques en ont parlé, je crois, français, pas tous. Ils en ont parlé à un moment donné ou à un autre. Il faut évidemment séparer les banques et les dépôts. Mais c'est des opportunistes. Non. Je dirais, il n'y a pas de solution, pragmatique. Vous voyez, on a viré les dictateurs en Tunisie, en Égypte. Voilà, disons, c'est une étape dans cette grève de masse. Aujourd'hui, c'est le chaos. S'il n'y a pas cette perspective, s'il n'y a pas cette réorganisation au niveau occidental, parce que ce que comprennent en général plus les Africains que les Européens, c'est que si nous, on ne change pas, il n'y aura pas d'avenir pour ces pays-là. Parce que eux, ça fait 40 ans qu'ils sont sous l'emprise des Français. Moi, quand j'étais au Tchad, j'étais dans l'aéroport et il y a un gars qui vient me voir et il me dit « Ah oui, je vous ai vu, vous êtes intervenu, et tout ça, machin. » Et bon, il m'adresse la parole, il discute, il me dit « Mais j'ai une question à vous poser. » Le gars, il travaille dans l'aéroport, quoi. Il me dit « Mais c'est bizarre parce que je comprends pas, vous avez un pays démocratique, vous changez de gouvernement tous les 5 ou 7 ans, et puis nous, ça fait 30 ans qu'on a toujours le même. Et c'est vous qui le soutenez, alors c'est qui le soutient? Il y a le paradoxe, là. Ben, c'est les questions de fond. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une solution... Il y a des bouleversements historiques. Moi, je pense qu'on rentre dans une période où, justement, une minorité qui représente une certaine idée de la France et qui est opérationnelle peut, à un moment donné, prendre le contrôle. C'est-à-dire, dans une période de crise, émerger, en fait, le fameux 1% de résistants qui devient 100% le 8 mai 1945.
il y a l'État. Mais au fur et à mesure, voilà, il y a des ralliements, on pourrait dire. Et aujourd'hui, le problème aujourd'hui, c'est qu'on essaie de s'attacher à un système qui est déjà mort. C'est-à-dire que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ce système, il n'y a plus de système, en fait. Il y a un exemple qui est très concret, que je trouve moi personnellement très drôle, c'est le fils Kadhafi qui avait acheté son diplôme à la London School of Economics, par exemple. C'est une des plus grandes écoles du monde, qui forme tous les dirigeants économiques, les experts financiers, etc. etc. Et il a acheté son diplôme. C'est les amis. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est les paradoxes qui montrent qu'il n'y a plus de système. Il n'y a plus de système. Et c'est pareil en France. Aujourd'hui, si vous voulez monter dans la hiérarchie politique, eh ben, on va vous donner à l'ENA, on va sponsoriser, financer, donner des diplômes à des gens qui ne sont pas compétents. Oui, c'est ça. Quand quelqu'un achète, Oui, bien sûr. Non, mais le problème, c'est pas le fils Kadhafi dans l'histoire. le fils de Kadhafi, bon, qu'est-ce que tu veux rentrer? Bon, toutes les colis sont corrompus. Oui, bien sûr. Non, mais c'est pour ça que je dis que le problème n'est pas... Mais ça, les peuples, ils le savent, hein. Les peuples, ils le savent, hein. J'ai précisé que le problème n'était pas en Libye. Et le problème, c'est pas qu'ils soient corrompus, c'est comment on les vire, et faire la guerre. C'est pour ça que j'ai précisé que le problème n'est pas... C'est pour ça que j'ai précisé que le problème n'est pas en Libye Et ou en là, on fait Afrique. des grèves de masse. Ah, s'il vous plaît, madame, On prend la place. madame, je suis en train de répondre. C'est pour ça que j'ai précisé en fait que le problème n'était pas justement en Libye ou en Afrique, mais il était le problème occidental. Le problème, il est chez nous. On dit, et beaucoup de gens comprennent que s'il n'y a pas un changement chez nous, la situation ne fera que s'empirer. Donc c'est là où on a une responsabilité qui est d'autant plus grande parce que moi j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'Africains, beaucoup de gens dans les institutions, dans des choses comme ça. Je dirais même qu'on a une responsabilité d'autant plus grande parce que même ces projets que je vous ai présentés ce soir sont pour la plupart du temps inconnus et pas enseignés dans les grandes écoles du Sénégal, d'ailleurs, si vous voulez. Donc on a une responsabilité d'autant plus grande qu'aujourd'hui, on a ces projets en main, on doit leur donner, parce que sur place, malheureusement, la plupart du temps, ces projets ne sont pas vrais. À part quelques exceptions, des gens qui ont par eux-mêmes creusé, cherché, ou qui ont la chance de travailler avec l'Institut Schiller ou d'autres choses comme ça. Aujourd'hui, ces projets-là ne sont pas très connus, en fait. Même l'histoire de l'Afrique est très peu connue des Africains. C'est quelque chose qui m'a beaucoup choqué. Je relisais ça, je ne sais pas si vous avez déjà... Enfin, Cheikh Anta Diop a beaucoup écrit sur l'histoire africaine. Les Africains sont très peu au courant de leur histoire. Ils ont appris des conneries ils ont appris l'école de l'Empire, en fait. Moi, je me disais, quand je pensais... Mon père est né en 54. Donc, quand il est né dans un empire colonial, dans un empire. On a l'impression que souvent l'empire, c'est un mot du 12e siècle. Et c'est un vieux truc, l'empire, ça n'existe plus. Mais nos parents, des gens présents dans cette salle, ont vécu dans un empire colonial. C'est quand même... Je me souviens d'avoir travaillé dans une boîte qui s'appelait la Société commerciale de l'Ouest Afrique. Ouais. Et qui faisait du commerce avec l'Afrique. Et ça s'appelait encore des noms français qu'on connaît, ça m'échappe à l'instant. C'était Niamey, c'était Fort-Lamy, etc. Enfin, non, Fort-Lamy, c'était N'Djamena, ouais. N'Djamena, etc. Ouais. J'ai appris l'Afrique par cœur, en français, par rapport à ce qui était effectivement. Comment s'appelait Niamey? J'ai vu. La Haute-Volga. Non. Le temps a passé. Mais je veux dire, voilà. Non, c'est quelque chose, je dis ça parce que, au-delà des gens qui ont vécu mais qui déjà ne s'en rendent pas compte, pour nous, notre génération, celle qui a entre 25 et 35 ans, disons, ou même un peu avant, pour ceux qui ne sont pas totalement broyés par la contre-culture qu'on a subie, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on réalise facilement, c'est pour ça que je le mets sur la table, c'est pas quelque chose qu'on réalise facilement, et nous-mêmes, quand on parle de l'Empire britannique aux gens, ça leur paraît quelque chose du passé, en fait. Ils ne comprennent pas que cet empire existe de facto aujourd'hui. Il y a la London School of Economics, le Council of Foreign Relations, je disais ça tout à l'heure, là, qui est un organe de cet empire britannique, dont d'ailleurs Strauss-Kahn fait partie, Kissinger, enfin toute la clique, Pascal Lamy, Jean-Claude Trichet, tous les experts. Donc on fait un rapport qui a été publié dans le New York Times, qui s'appelle « Éduquer sans emploi et frustré ».
Et donc, ils disent que ce qui s'est passé en Égypte, en Tunisie, au Portugal, aux États-Unis, avec la mobilisation des professeurs, ce qui se passe au Portugal, etc., c'est quelque chose qui est en train d'envahir le monde, avec une jeunesse éduquée. Parce que oui, c'est ça. Mais il y a tout justement en termes d'éducation. En France, en général. Il y a tout. Oui, mais c'est une intention. Il ne faut pas que la connaissance, il ne faut pas qu'une connaissance précieuse, cette Non, mais réalisation. c'est donc. Non, si vous avez les Oui, c'est le New York Times. ils trouvent que c'est normal et ils veulent imposer leur manière sur tout le monde. Et là, ils sont aussi. Dans un empire, De toute façon, les les gens les qui esclaves, sont les enfants de l'empire, qui sont destinés à être empire, n'ont pas la même éducation que M. Dumont, même le Sorbonnard, ou tout ça. Par exemple, ceux qui sont destinés à être les futurs dirigeants de l'empire savent très bien qu'Aristote est mauvais et que Platon est bon. Mais il ne faut pas laisser Platon aux des connards de gens qui vont devenir chefs d'État en France ou au Zimbabwe. Donc, cette élite-là est fermée et tient une connaissance fermée, secrète. Donc, ces gens-là envoient leurs enfants étudier le piano et des choses comme ça, faire de la danse. Ils ne savent peut-être pas pourquoi, mais ils savent qu'il y a un secret ici que les enfants doivent continuer à faire. Donc, ça, c'est une culture d'empire. Ce que nous avons dans une culture républicaine, c'est qu'il nous faut parfaitement savoir et surtout transmettre au monde pourquoi Jean-Sébastien Bach est intéressant. Et en plus, le paradoxe, c'est qu'on vous fait croire dans les milieux populaires que la musique classique, c'est pas pour vous. En plus, il faut travailler. Moi, quand j'ai dit aux gens d'où je viens dans la Somme, que je m'étais mis au chant polyphonique classique, en chorale, Ici, ils ne sont pas liés mais les uns dans ils se l'autre. sont demandé si je m'appelais pas deux périmonie maintenant. Ensuite, c'est associé vraiment à quelque chose qui est inaccessible. On a mis ça dans la tête des gens, c'est terrible. Et quand pourtant vous faites un concert sur place, vous allez chanter quelque chose, et je sais que certains membres ont fait ça dans leur famille, et les gens sont touchés vraiment au plus profond d'eux-mêmes. Ça les émeut, parce que déjà ils n'ont plus l'habitude, quelque part. Ça a tendance à tomber dans l'émotionnel, dans le sentiment, mais c'est impressionnant. Et cette bataille justement, qui est justement là, on a tout un mouvement de jeunes qui est justement en train de former à marche forcée, justement sur ces questions scientifiques, dont on a parlé un peu ce soir, sur ces questions économiques, sur ces questions géopolitiques et surtout sur ces questions déjà plus philosophiques, ou ces questions de retrouver un sens de beauté. Parce que moi, je trouve la chose la plus pragmatique qu'il faudrait faire aujourd'hui, c'est de se repassionner pour la beauté. C'est se repassionner pour un futur positif. Ça manque cruellement aux gens. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont très peu mobilisés. Parce qu'ils n'ont qu'un sens que des choses qui vont mal la plupart du temps. Hein? Si moi je rencontre un jeune aujourd'hui de 18 ans, bon déjà, en général, il a un langage qui est quand même relativement limité. C'est vrai. En général, s'il m'invite dans une soirée, j'ai plutôt peur, parce que les skins party, je ne sais pas si vous avez vu ce que c'est que les skins party, bon, ça fait peur quand même. Et en plus, si vous voulez, je veux dire, il n'est pas très politique en général. La question, c'est que je pourrais me dire, bon, c'est la génération désespérée. D'ailleurs, c'est ce que dit le gars du Council of Foreign Relations sur les Portugais, c'est la génération perdue, désespérée. Suivant. Et donc, il y a deux moyens de voir. Soit vous savez ce que c'est qu'un être humain, une conception, je dirais, belle de l'humanité, du potentiel créatif, etc. Et à ce moment-là, vous ne le voyez pas, à un moment donné, comme un instant T, comme un objet fini, qui est pas très beau, c'est ce qui est.
mais vous le voyez comme un potentiel. Et à ce moment-là, vous avez le courage d'aller intervenir, vous avez le courage d'aller lui dire, écoute, regarde, il y a autre chose, tiens, regarde, il y a ça. Il va peut-être pas se mettre tout de suite à chanter du Mozart, ça, en général, il y a une petite étape de transition, mais il faut au moins lui montrer que ça existe. Et aujourd'hui, on a ce mouvement de jeunes qui est opérationnel, on pourrait dire, qui est une force de frappe. Alors, pour ceux qui iront lire ça, c'est très important, la force de frappe. Qui est une force de frappe qui est en train de changer en profondeur, en fait. En profondeur la culture française. Justement en réinsérant cette conception. En réinsérant ces choses qui ne sont pas faciles, surtout quand on est jeune aujourd'hui, de par la culture qu'on a, mais qui aujourd'hui peut permettre un changement et une sortie de crise par le haut. Sinon, on aura du pragmatisme, on aura du populisme. Malheureusement, le pragmatisme, aujourd'hui en France, a tendance à tomber dans le populisme. Ah oui, je suis pas d'accord. C'est ce qu'on voit avec nos élites politiques. C'est pour ça que tout le monde va vers Pinochet. Pinochet, son lit, c'est ça le scandale. C'est C'est comme ça. Pinochet. Je propose qu'on clôt la... Ah bon, on voit qu'il y a une question, pardon. En fait, c'est plutôt un commentaire. Un commentaire. La culture classique, moi je viens de Montréal, donc Ouais. comparé un peu au Canada et la France, Ouais. j'ai l'impression que les Français sont très, le système d'éducation français est très axé sur comment faire comprendre aux jeunes que la modernité et la conciliation qui est C'est une rupture. dans la plupart des spectacles, c'est dans les Mandel et pour la musique Mandel, la mise en scène est riche, des robots et En latex. non mais c'était des trucs ridicules, il y avait un prêtre qui prêchait et à un moment donné les gens ils l'ont tué parce qu'il était en train de trop déformer le message. Tu devrais étudier quelque chose qui s'appelle le Congrès pour la liberté de la culture. C'est fondamental parce que ça, c'est l'opération qui a été lancée en Europe dans les années 50 et justement qui était ce déconstructionnisme, c'était la destruction créatrice, le concept de Schumpeter et tout ça, qui avait commencé avant déjà avec les Derrida et les compagnies là, dans tous les secteurs, mais surtout appliqué justement aux œuvres de musique classique et théâtre, et particulièrement en Allemagne où ils avaient repris toutes les pièces de Friedrich Schiller, qui sont peut-être les plus belles œuvres en fait, de tragédie classique qui existent. Et en fait, ils étaient fait jouer par des gens en latex, à moitié nus, en supprimant la moitié des passages, en faisant le milieu à la fin parce que c'était quand même plus fin. En fait. Et ils ont fait comme ça, ils ont détruit toute la culture allemande en fait. Dans les années. Et ça, il y a eu la même chose en France. En France, moi je pense qu'on n'a jamais eu. C'est l'objet d'une autre présentation que j'avais fait sur la culture classique en France. On a quand même été moins loin, je pense, que ce qui s'est passé en Allemagne. Déjà, on en a fait pas mal. Là, on va. C'est pas Schiller. Mais toujours est-il qu'il y a eu ce déconstructionnisme qui a été organisé dans les années 50, particulièrement en Allemagne et en France. En fait, parce que, et plus particulièrement en France, pourquoi? Parce qu'on est plus particulièrement une république. Et que les deux pays qui ont été le plus attaqués, je dirais historiquement parlant, aussi bien culturellement ou autre, c'est les États-Unis et la France, de par le fait qu'on a cette culture républicaine. Qu'est-ce qui a commencé le Ça, c'est les milieux anglo-américains, hein. C'est tout ce qui était lié à les frères Huxley, les Orwell, les Bertrand Russell, tous ces... Non, ça c'est... je crois que la création c'est 1950. C'est après-guerre. Non, mais il y en a eu au début avec la théosophie, au début du... Non, là je parle du premier président de l'UNESCO. Adulce, je crois que c'est Adulce, parce que des fois je mélange, mais le premier président de l'UNESCO, c'est en 1946, c'est Huxley, ouais, voilà. C'est justement l'UNESCO était un programme culturel. Un hautement culturel. Voilà. Moi c'est drôle parce que on voit ce que c'est qu'un être humain, il suffit d'aller à la Galerie d'Art Moderne de Londres par exemple, c'est la Tate Gallery, et moi j'ai eu la chance d'y aller il y a quelques années, et en fait donc on se balade, donc il
Il y a un carré de bois avec des oranges, par exemple, dedans. On ne rigole pas. Ça vaut une fortune. Après, vous avez un ensemble de photos qui sont blanches, en fait. Mais avec des petits points noirs dessus. Enfin, vous avez tout un truc comme ça. Mais c'est pas ça qui est choquant, quelque part. C'est pas ça qui m'a choqué, moi, parce que l'art moderne, on l'a tous vu. Mais c'est que vous voyez des gens qui sont devant, qui sont incapables de réfléchir. C'est comme si le cerveau s'arrêtait quand vous les voyez. C'est parce que... On peut rien dire, si vous voulez, il n'y a rien à dire. C'était la célèbre caricature où après le gars il passe, il y a la chaise du gars qui contrôle le surveillant du musée en fait, et les gens s'arrêtent devant la chaise en faisant... Le gardien il dit non ça c'est pas une œuvre, hein, c'est juste ma chaise pour m'asseoir. C'est un peu ça. Mais c'est frappant à quel point c'est destructeur. C'est vraiment destructeur, je dirais, pas simplement de j'aime pas. C'est vraiment un impact culturel de fond. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense en grande partie, les jeunes de France ne sont pas debout, c'est en grande partie dû à cette destruction culturelle. Parce que les paradoxes sont tellement flagrants, quelque part. Moi, je me rappelle, moi j'ai joint cette organisation dans les années 2000-2003, enfin 2003-2004, au moment de la guerre d'Irak. On avait vu des millions de gens dans le monde se mobiliser. Aujourd'hui, il y a la guerre en Libye, il y a très peu eu de manifestations, par exemple. Alors que là, la France joue un rôle quand même prépondérant. Ouais. Mais c'est comme 8 ans de Bush aux États-Unis, on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir sur une génération qui va de 10 ans à 18 ans. Vous vivez dans une machine, synthétique complètement, il n'y a plus de créativité, il n'y a plus d'imagination, il n'y a plus rien. Donc c'est là où il y a un vrai danger de fascisme universel. Pardon ? Oui, c'est successif. Non, il y a plusieurs facteurs, évidemment. Il y a plusieurs facteurs, je suis d'accord. Donc il faut le faire mental, il faut un tsunami moral. Non, déjà, plus de bouffe, comme il n'y a pas d'eau des cotonaux, mais ils vont faire moins. Les banques qui ferment parce qu'il n'y a plus de liquidité, plus de salaire, plus de pension. Moi je dis que c'est ça le top niveau là. Mais ça ne fait pas un projet. Mais si, mais au départ, comme ils ne se bougent pas le cul, peut-être que là ils vont sortir dans la rue, on pourra aller distribuer nos tracts, puis on leur dit, voilà, vous venez avec nous, on fait ça. Que quand ils sont enragés, affamés, non, puis ça fait pas un projet, vous voyez. C'est pas quand votre frigo est vide qu'il faut aller dehors et vous dire comment je vais le remplir. Ils ne pensent plus, mais ça va arriver. Non, mais peu importe, les gens qui ne pensent plus ne sont pas ceux qui vont changer le monde, malheureusement. C'est ça la tragédie, malheureusement. Et une révolution, alors je pense que ce que disait Lyndon LaRouche dernièrement était très intéressant. Il dit la révolution américaine a été faite par des révolutionnaires. Et Benjamin Franklin, des intellectuels, des penseurs qui avaient conceptualisé cette révolution. En France, il y avait des gens qui voulaient faire la révolution. Le problème, c'est que ce n'est pas eux qui l'ont fait. C'est justement la masse affamée et complètement devenue hystérique qui a complètement détruit, finalement, tout potentiel de solution. Alors nous, il faut qu'on prenne d'assaut les médias, parce qu'il n'y a plus de... Oui, c'est notre objectif, et d'ailleurs, on cherche 500 parrainages. Donc tous ceux qui veulent aller sur le front, rencontrer des maires, nous aider dans cette bataille, soutenir financièrement, parce que c'est un peu chaud, il ne faut pas hésiter. Soutenez-nous, on peut défendre ses idées dans la campagne présidentielle, mais ça demande un engagement maintenant, en fait. Tout simplement, c'est pas prévu par le système, c'est ça qui est fun, quelque part, c'est que pour l'instant, on n'est pas prévu au programme, mais si on se bat, on peut changer le programme. Donc c'est à ça que nous appelons. Changeons de programme, changez vos habitudes. Voilà, ben, merci d'être venu. Merci à vous. Voilà, alors ceux qui s'intéressent sur la question du plan Marshall, il y a un dossier qui est en vente au premier étage, qui est un dossier que tout le monde a distribué pas mal autour de cette campagne